Et en fait, quand on veut créer une communauté agile ou une entreprise agile avec un mindset agile à haut niveau, c'est pour moi important de se baser sur qu'est-ce qui a fait qu'en fait on crée un mouvement, c'est-à-dire une dynamique, une vague un peu qui emporte et qui donne envie à la plupart des personnes de développer cette agilité. Maintenant, voyons le troisième outil qui est plus en fait un état d'esprit qu'un outil. Donc, si on reprend les deux premiers outils qu'on a vus, on a vu le SAFe parce que c'est une référence, un incontournable qui permet de scaler, de passer à l'échelle, notamment dans les DSI et si possible au-delà. On a vu ce Business Model Canvas, ce Lean Model Canvas qui permettent de réfléchir à tiens, on est en train de faire évoluer le business model. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que passer l'agile à l'échelle, c'est un profond changement culturel. Et le but, en fait, c'est pas juste de développer une nouvelle méthodologie qui permet d'accélérer le développement de nos produits, d'être encore un peu plus à l'écoute de nos clients. En fait, l'agilité, c'est un état d'esprit. On a déjà présenté dans le dernier module sur la partie innovateur, sur la partie agile mindset, cette partie de growth et de fixed mindset qui vient d'Angela Duckworth. Et je vais y revenir ici parce que en fait, le fixed mindset qu'on a tous dans certains domaines, parce qu'on ne veut pas évoluer dans ces domaines, parce que c'est normal, on ne veut pas mettre le focus, et puis on a un système limbique qui est habitué au confort et à ce qu'il connaît, donc il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas la remise en cause. Donc quand on va déployer l'agilité, l'état d'esprit d'agilité à l'échelle, on va être confronté à ce fixed mindset sur certains sujets, parce qu'on change les méthodes, les attitudes. Et en fait, quand on veut créer une communauté agile ou une entreprise agile avec un mindset agile à haut niveau, c'est pour moi important de se baser sur qu'est-ce qui a fait qu'en fait on crée un mouvement, c'est-à-dire une dynamique, une vague un peu qui emporte et qui donne envie à la plupart des personnes de développer cette agilité. Et en fait, quand on analyse les mouvements, il y a vraiment trois dimensions qui caractérisent un mouvement. On va voir qu'il y a une cause, un pourquoi, une finalité qui donne envie. Il y a un véhicule qu'on va changer, c'est-à-dire un peu un moyen, et un personnage, un qui, quelqu'un mythique, auquel on peut s'identifier. Donc c'est ce qu'on va approfondir ici, et on va voir en quoi Spotify notamment est un exemple de référence. Alors ici je présente, le but c'est finalement quand on fait de l'agilité et qu'on veut passer à l'échelle, il va falloir donner envie, il va falloir devenir des influenceurs, il va falloir créer un mouvement qui fait qu'on incarne ce qu'on dit, que ça inspire les autres, ça leur donne envie de venir avec nous. Tout comme Apple a pu inspirer une communauté végane et aussi une tendance alimentaire, une mode, plus un style de vie en fait qui parle à beaucoup de personnes. Pareil, Gandhi ou la paix sont des messages en fait qui parlent à beaucoup. Donc la cause va nous aider à clarifier ce pourquoi. Le véhicule va nous clarifier le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour transformer ça, le comment aussi. Et le qui, ça va être un personnage emblématique auquel on pourra s'identifier. Et je vous donnerai des exemples. Alors d'abord, parlons d'une cause plus grande. Quand vous regardez les premières vidéos d'Apple dans les années 90, plutôt même 2000, c'était For the Crazy Ones. Il y avait cette vidéo en analogique où on voyait Einstein, des personnes qui étaient inspirantes et qui donnaient envie. Et en fait, clairement, le mouvement s'adressait à ceux qui voulaient penser en dehors des cases, designer, changer le monde et être tout à fait nouveau. Donc s'identifier à un futur qui est mieux. Et souvent, il y a une sorte de conviction personnelle qu'on met dedans, une cause dans laquelle on croit. Donc c'est une sorte de croyance, il y a un vocabulaire particulier, il y a même des écouteurs blancs, par exemple pour Apple. Quand on rentre dans un magasin Apple, ils se sont inspirés de la manière dont les temples et les lieux de sanctuaires religieux et spirituels sont construits pour faire maintenant leurs espaces qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus vides, zen, comme dirait Steve Jobs, et qui permettent de mettre en valeur leurs produits. Bon, c'est un exemple. Il y a aussi Louis Vuitton qui fait ça de manière... Alors, ce n'est pas une cause non plus qui sauve les animaux, mais c'est un mouvement qui donne envie aux personnes de se sentir valorisées, reconnues et de sentir appartenir à une classe particulière. J'aime bien aussi citer, même si ça date un peu, la révolution Fortnite.
qui m'a beaucoup marqué parce qu'un de mes enfants a été fan de Fortnite et j'ai été, comme beaucoup de parents, un peu réticent au début, puis je me suis intéressé au business model, que je trouve en fait passionnant. D'ailleurs, le business model Canvas sur Epic est très, très intéressant. 350 ou 400 millions d'utilisateurs. Ils ont totalement bousculé les autres plateformes et maintenant, il y a une myriade de plateformes qui font comme Fortnite où les gens peuvent s'inscrire gratuitement, jouer en ligne de manière massive avec des logiciels quand même déjà assez avancés. Et la rémunération, les revenus en fait ne proviennent pas de l'achat de la licence, mais d'achat d'add-ons, de skins, de produits, de services, on pourrait dire en plus. Donc c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui fait que les jeunes, on les parle entre eux, et ça continuera sur d'autres approches. Ces trois domaines très différents, Apple, Fortnite, Louis Vuitton, on pourrait citer Tesla, avec Elon Musk, qui est aussi un exemple fort, et évidemment tous les mouvements, notamment contre le réchauffement de la planète, contre le changement climatique, sont aussi des exemples très forts. C'est intéressant de se poser la question, il y a une cause qui est extrêmement forte, qui fait qu'on a envie de se lever, qu'on a envie de se battre, voire pour certains presque de mourir pour cette cause. C'est intéressant de réfléchir dans l'agilité. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi cette dimension-là? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être agile, juste pas pour se faire plaisir, mais parce que quand on est agile, on se sent mieux, on se sent plus flexible, d'ailleurs notre corps est plus flexible, et on a beaucoup plus d'impact dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à regarder. C'est quelle est notre cause, en fait, qui est plus grande. Et ce n'est pas juste de l'agilité, ce n'est pas juste du sales, ce n'est pas juste du scrum, c'est qu'on a cette fierté de fonctionner de manière plus flexible ensemble et de le déployer à l'échelle. Je vois que les transformations qui réussissent sur l'agile intègrent cette dimension de cause. La deuxième chose, c'est le véhicule. Et je vais prendre l'exemple des banques traditionnelles il y a 3 à 5 ans, qui apparaissaient comme, on va dire, traditionnelles. Alors elles ont plein d'avantages parce qu'elles ont un historique, elles ont une marque qui est connue, elles ont un nombre de clients historiques qui est très, très important et beaucoup de gens sont habitués à aller chez ces banques. Mais les néobanques, elles, vont développer quelque chose de différent. Et elles vont mettre en exergue de manière négative l'ancien véhicule. Si vous voulez que les personnes aillent sur l'agilité, il faut quelque part que les personnes rejettent l'ancien monde, l'ancien véhicule, les projets waterfall, les projets conventionnels de cycle en V. Et on va dire plein de pain sur cette approche ancienne. Tout comme Elon Musk va dire que l'industrie spatiale révolutionne, que Steve Jobs va dire que les PC c'est dépassé, que Louis Vuitton va dire que, sans le dire, mais c'est évident que les autres produits ne sont pas de la même noblesse et de la même qualité, eh bien c'est exactement la même chose. L'agilité, en quoi c'est différent? C'est-à-dire qu'il faut faire ressentir aux équipes comme quoi de rester dans le précédent état, dans l'ancien véhicule, ça ne marche plus, que ce n'est plus fonctionnaire et qu'il est nécessaire de se défaire de cet ancien véhicule pour basculer dans le nouveau véhicule. Donc ça, c'est la deuxième dimension. On va changer de véhicule dans un mouvement. On va passer d'une méthodologie conventionnelle à une méthodologie agile qui est nickel, qui est top et qui donne envie. Enfin, la troisième dimension, qu'on a plus de mal à identifier dans le storytelling de l'agilité, c'est en fait l'adhésion à un personnage mythique. Steve Jobs pour Apple, Elon Musk pour Tesla, Jack Welch pour General Electric, Mickey pour Disney. Il y a aussi pour Subway une personne moins connue, Jared Forgel, qui est quelqu'un qui avait en fait pris énormément de poids et qui était emblématique de Subway parce que quand il allait chez Subway, finalement, non seulement il se faisait plaisir, mais il avait retrouvé une forme d'équilibre. Donc en fait, au-delà d'une personne, emblématique, c'est un emblème social qu'on va chercher derrière. Donc dans l'agilité, l'emblème, il ne va pas être forcément sur une personne. Il va être sur une organisation parce qu'on veut aller à l'échelle. Et on va se baser sur des organisations qui nous inspirent. Vous êtes un grand groupe international, mais pas forcément très dynamique, il n'y a pas d'image de start-up, on va vous parler de Spotify, qui a été une super réussite. Et on va prendre le modèle Spotify, donc qui est une forme d'icône emblématique, un personnage organisationnel, et on va dire, on va s'identifier à ce personnage. Et quand on contribue par exemple à construire des visions, donner envie à des organisations de développer un pourquoi, ce qu'on va faire dans le storytelling, on peut utiliser Spotify. Et ce que je vais approfondir maintenant, je vais donner cet exemple. Spotify, qui est le deuxième modèle, très différent de celui de Safe, et plus un modèle, on va dire, organisationnel, Spotify, il a développé cette notion de tribu, en fait, le tribe leadership, en parlant par exemple de squad. Le squad, ça va être des équipes pluridisciplinaires. De chapitres, des équipes monodisciplinaires, par exemple par métier. De tribus, ça va être le regroupement de plusieurs squads. Une squad, c'est une équipe agile, c'est un scrum.
C'est une équipe avec un product owner, un scrum master et ses 5-7 développeurs. Et enfin, il va aussi y avoir une guilde. Une guilde, c'est une communauté de pratique. Et en fait, on va mélanger dans une tribu, il va y avoir on pourrait dire, ce ne sera pas des chefs de tribu, mais des tribe leads qui vont gérer cette tribu. Et on peut garder le management conventionnel, traditionnel, mais il va y avoir cette dimension de squad, de chapitres, de tribus et de guildes. Et si on intègre cette dimension de communauté agile, c'est là où un mouvement se crée. Parce qu'on va sortir de la hiérarchie conventionnelle et on va donner aux personnes la capacité de développer un réseau et de développer des intérêts communs. Alors justement, quels vont être les intérêts communs dans les 3 dimensions qu'on a vues? Au niveau de la cause, la squad va permettre de développer l'agilité. Le chapitre, la cause, c'est je maîtrise mon métier. C'est un peu comme une filière métier sur lesquelles je peux approfondir. Et la tribu et la guilde vont permettre de faire évoluer les pratiques en bonnes pratiques, en meilleures pratiques, en best practice. Au niveau du véhicule, la squad va s'appuyer sur la méthode Scrum. Le chapitre sur l'expertise métier et sur les éléments à partager et la veille de tout ce qui se passe dans ce métier. La tribu va, elle, travailler sur la chaîne de valeur et la guilde va développer la spécialisation et l'expertise, tout comme le chapitre. Enfin, au niveau du personnage, le squad est représenté par le product owner. Donc le product owner est le représentant, alors évidemment on pourrait mettre le Scrum Master et il n'y a pas d'enjeu là-dessus, mais c'est vraiment un personnage qui est emblématique, qui donne envie et qui existait moins avant, parce qu'avant le marketing était loin du développement, et comme nous l'avons déjà vu, le product owner fait le lien. Le chapitre, ça va être l'expert métier. Ça va être, on va s'identifier à cet expert comptable, à cet expert de développement informatique, à cet expert de tel métier d'assurance, de banque ou industriel. En tribu, ça va être le product manager, et enfin en guilde, ça va être cette image de guilde marchande qu'on avait au XVIIe, XVIIIe siècle et qui pilotait l'ensemble en fait, des déploiements dans le monde, en fait pas des déploiements mais plus des mouvements de biens et de marchandises qui a fait l'essor vraiment à la renaissance du commerce.